Donc, voilà. Donc, correction de l'examen 2010-2011. Donc, la première partie, c'est la partie introduction. Donc, elle n'est pas compliquée. C'est en gros lire une matrice et savoir récupérer les données de cette matrice. Donc, on nous dit, dans une particule dont l'espace des états est de dimension 2 et dont l'opérateur hamiltonien est noté H0, et dans la base orthonomée phi1, phi2, décrit par la matrice H0 qui est égale à E1, 0, 0, E2. La première question qu'on nous pose, c'est quelles sont les valeurs possibles de l'énergie de cette particule? C'est déjà diagonal, du coup, c'est les valeurs propres de l'hamiltonien, donc c'est E1, E2. Exactement. Donc là, on a juste à lire dans la diagonale et on a les valeurs propres de la matrice. Donc, voilà, les énergies possibles sont E1 et E2. Ensuite, on nous demande quels sont les vecteurs propres de cette particule, enfin de l'hamiltonien de cette particule. Du coup, on les a tout de suite, les vecteurs propres, puisque c'est diagonal, donc c'est 1, 0, 0, 1. Exactement. Donc, en gros, c'est phi1, phi2. Voilà. Ensuite, question 3. Donc là, ça commence à être, on va dire, un peu plus intéressant. À l'instant t égale à 0, la particule est dans l'état phi2. On mesure l'énergie de cette particule et à cet instant, quelle est l'énergie de la particule? C'est le vecteur propre associé au vecteur, enfin, c'est la valeur propre associée au vecteur propre phi2, du coup, c'est E2. Ouais, exactement. Donc, on a l'énergie E2 puisque on a le vecteur propre associé à l'énergie E2. Est-ce que ça va pour les autres? Bon, Redouane, je vois que vous êtes au taquet, c'est bien. Bon, je pense que c'est bon. Ensuite, calculer l'état phi de t du système à l'instant t. Donc, on a fait à l'instant t égale à 0, on a mesuré la particule qui était dans l'état phi2. Donc, du coup, la fonction d'onde, il faudra écrire sa nouvelle fonction, il faudra écrire la nouvelle fonction d'onde à l'instant t de la particule. Alors, quelle va être cette fonction d'onde? Comment je l'écris en matière générale, de manière générale? H0 phi2 est égal à E phi2, et vu que c'est à l'instant t, on met exponentielle de I lambda t sur H bar. Enfin, I Ouais. fois la valeur de l'énergie sur. Et là, la valeur de lambda, ça va être quoi? Ça va être, vu qu'on était à l'instant 0, à l'instant 0, on avait la valeur E2, bah c'est E2. Voilà, exactement. On va mettre la valeur associée au vecteur propre qui décrit le système. Ici, c'est E2. Donc, du coup, l'état psi de t est égal à phi2 exponentielle moins i E2t sur h bar. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser des questions sur tout ça. Ça, c'est les bases. Donc, ça risque d'être au partiel. Et si vous maîtrisez ça, ben voilà, c'est toujours ça de prix comme point. Ensuite, quelle est l'énergie de cette particule à l'instant t? Comparé à l'énergie de la particule à l'instant t égale à 0, comment nomme-t-on ce type d'état? Donc là, si on est malin, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la mesure de l'énergie pour E2, puisqu'ici, on voit qu'il y a phi2. Si on trouve que c'est 1, ça veut dire que la mesure de E1 va donner 0. Voilà. Alors, il faut être malin. Il faut aller au plus simple. On va mesurer d'abord l'énergie associée à E2. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? La même énergie, E2. Ouais, on va trouver la même énergie E2. Du coup, comment on appelle ce type d'état?
état stationnaire. Exactement. Donc, si on fait la mesure de l'énergie, on mesure la probabilité associée à E2. Parce que voilà, on gagne du temps. Il faut aller au plus simple. Mesure de E2, on fait phi2, phi2. On fait la norme au carré. Ce qui nous donne 1. Donc, la mesure de E2 à l'instant t égale à 0 est égale à la mesure de E2 à l'instant t. Donc, on est dans un état stationnaire. Ensuite, question 6. Si E1 égale E2 égale 0, quel est le degré de dégénérescence de la valeur propre E0? 2. Oui. Du coup, toutes les valeurs sont, enfin, toutes les énergies sont dégénérées. On a 2 énergies, donc la dégénérescence est de 2. Donc là, dégénérescence de E égale à 2. Bon, voilà. Donc ça, c'était la première partie. Donc, vous voyez, il n'y avait rien de très compliqué. C'est plutôt simple. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Remettre... La précédente? Oui, Celle-là? s'il vous plaît. Oui, voilà. Oui. Mais est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Vous pouvez écrire dans le chat. Hein. Vous pouvez écrire dans le chat pour dire oui ou non si vous n'avez pas, de micro ou quoi, je ne sais pas. Donc voilà, donc là, on a fini. Là, vous pouvez expliquer la 6. La 6, celle-là, de questions, Clément? Alors, on nous dit dans l'énoncé, que E1 est égal à E2. Et ça, on dit on l'appelle E0. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. On avait 2 possibilités de l'énergie, ou E1 ou E2. Si ces 2 énergies sont égales, alors la dégénérescence va être de 2, puisqu'on a 2 énergies équivalentes. Est-ce que c'est bon? Super. Donc voilà, ça c'était première partie. Donc voilà, une partie plutôt simple pour, on va dire, vous mettre à confiance. Ensuite, on va faire l'influence d'une interaction supplémentaire, donc le couplage. Donc c'était ce qu'on avait fait, il me semble. On avait fait ça un peu, je crois, dans le TD3. Non, c'est pas dans le TD3. Ah, dans le TD 4.3, mélange de 2 états. On avait fait un truc un peu similaire. Bon, ok. Donc, grand B, influence d'une interaction supplémentaire, donc le couplage. On supposera dans la suite que E1 égale 2 égale 0. Donc, en gros, maintenant, on ne parlera plus de E1, E2, on parlera que de 0. Et la particule ci-dessus entre dans une zone de l'espace où elle subit une interaction supplémentaire, notée H', représentée toujours dans la base de phi1 et phi2 par la matrice H', qui est une matrice antidiagonale. Dans cette zone de l'espace, le nouvel hamiltonien de cette particule s'écrit donc H, enfin grand H, qui est égal à H0 plus H'. Donc, aspect statique, grand 1, écrire la matrice représentant le nouvel hamiltonien du système dans la base phi1, phi2. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire dans un premier temps pour répondre à cette question? On somme les 2 matrices. Exactement. On va sommer les 2 matrices. Donc, l'étape d'après, c'est faire le calcul de cette somme. Donc, la nouvelle matrice, ça va s'écrire de cette manière. Avec H0 dans la diagonale et H12 et H21 dans l'autre diagonale. Donc, maintenant, en supposant que H12 est un nombre réel, quelle relation lie H12 et H21?
Ils sont égaux, ils sont opposés. Ils sont égaux pour que la matrice elle soit hermétique. Exactement. Dans le cas, il faut qu'ils soient égaux dans le cas où H2 est un nombre réel. Si ça avait été un nombre complexe, ils auraient dû être opposés. J'ai pas compris, vous avez dit quoi? Dans le cas où ils sont un nombre réel, effectivement, il faut qu'ils soient égaux. Mais si ça avait été un nombre complexe, ça aurait dû être le conjugué complexe de l'un par rapport à l'autre. C'est dû à quoi ça? Il faut qu'elle soit hermétique toujours, la Et matrice. pourquoi est-ce que le fait que ce soit de signes opposés, ça fait que la transposée est égale à elle-même? Il faut que la partie imaginaire soit opposée. Pas la partie réelle. Et si je le mets en colonne avec un signe moins, ça fait plus la même chose. Non, mais attendez. Si admettons si H est un nombre complexe, donc je vais avoir H12, je sais pas, je peux l'écrire A plus IB. Donc H de 1, ça sera égal à. S'il est complexe, hein. Bon là, c'est pas le cas. Ça sera moins IB. Voilà. Le B, il a été fatigué là. Il faut qu'ils soient opposés le par rapport à l'autre. Pour leur partie complexe. Pour leur partie réelle, c'est la même. OK? Ok. Bon, ça, ici, c'est pas le cas. Ici, on a H de 1, 2 qui est égal à H de 1, puisqu'ils sont réels. Mais très bien, c'est très bien. Donc voilà, H de 1 égale H de 2. Donc ensuite, question 3, les énergies E1, E2, en gros E0, sont-elles toujours des énergies possibles du système? Oui ou non? Non, parce qu'elles sont plus associées au vecteur propre. Elles sont plus. Non, c'est plus. On n'a plus les mêmes, la même base de vecteurs propres là, si. Exactement. En fait, la matrice n'est plus diagonale. Du coup, les vecteurs propres ne seront plus les mêmes. Et les valeurs propres non plus. Et d'ailleurs, si on fait le vecteur propre phi1, si on fait le vecteur propre phi1 fois la matrice H grand H, ça ne sera pas égal à E1 phi1. Bon, de toute façon, si vous dites que la matrice n'est plus diagonale et qu'elle n'a plus les mêmes vecteurs propres, c'est bon, c'est gagné. 4. Si ce n'est pas le cas, trouvez les énergies E+, et E- possibles du système. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Diagonaliser. Voilà. Ouais. C'est ça, il faut diagonaliser la matrice. Donc là, c'est simple, on a une matrice de 2. Donc c'est facile à diagonaliser. Les racines, ça va être ça. Donc E+, qu'est-ce qu'on nous dit? E+, et E-. E+, ça va être. Et E-, ça va être l'autre. Voilà. Donc ça, en diagonalisant, on doit obtenir ces deux racines-là. Voilà. Est-ce que c'est OK? Oui. Est-ce qu'on a remplacé H12, on a mis 2 H12 et 2 E0 dans la matrice pour pouvoir diagonaliser? Ouais, H2, c'est les mêmes. Hein. Ici, ça va H12. être H2 et là, ça va être H2. Ils sont égaux. Oui, sinon, ça va rendre un peu compliqué la diagonalisation, effectivement. Mais voilà, donc normalement, le H12, là, c'est à partir de la question 2, H12 est égal à H2. Donc, on met après H12 tout le temps.
Ça m'embête pas. Donc voilà. Bon, ça, c'est à vous de le faire. Hein. Ça, entraînez-vous chez vous. Moi, je donne les réponses. Si vous avez fait maintenant, c'est super. On peut en discuter et tout. Bon, ceux qui n'ont pas fait, parce que je sais pas, ils ont pas fait, peu importe. Faites-le chez vous. Et si vous avez des questions, après, vous revenez vers moi. Après, vous pouvez toujours me poser une question là à l'instant T. Hein. C'est pas très grave. OK? Donc, la réponse, c'était ça. Voilà. Bon, ça, c'est les valeurs propres de la nouvelle matrice. 5. Est-ce que Phi 1 et Phi 2 sont-ils toujours les états propres de l'Hamiltonien du système? Si E1 et E2 n'étaient pas valeurs propres, alors Phi 1 et Phi 2 ne sont pas. Ils ne sont pas états propres non plus. Exactement. Donc, du coup, ben là, c'est pareil. Il faudra rechercher les nouveaux vecteurs propres. Là, on n'a plus ça. Quoi. Ici, on ne va pas trouver plus ou au moins. Quoi. Donc, question 6. Si ce n'est pas le cas, trouvez les nouveaux états propres, enfin les nouveaux vecteurs propres, phi plus et phi moins de l'hamiltonienne du système, en fonction de phi 1 et phi 2. Alors, et de H12, ça, je pense que c'est une erreur de l'énoncé, parce qu'on ne peut pas. Phi plus et phi moins, ils vont dépendre que de 1, 0, un truc comme ça. Quoi. Donc, il n'y a pas de H12. Donc, normalement, on doit trouver ces vecteurs propres-là. Alors, comment j'ai fait? J'ai fait comme on en a fait tout le temps dans le TD. Hein. J'ai remplacé lambda par E+, j'ai remplacé lambda par E-, et j'ai obtenu phi plus et phi moins. Voilà. Est-ce que pour ceux qui l'ont fait, vous avez trouvé ça? C'est pas grave si vous n'avez pas fait, c'est pas grave. Hein. Ouais, du coup, c'est vecteur propre 1, 1 et 1 moins 1, quoi. C'est ça. Après, je les ai normés. Et voilà. C'est pour ça que j'ai le racine de 2 sur 2. D'accord. Oui, c'est parce que vous les avez. Oui, là, c'est normé. Hein. D'accord. Tout le temps, il faut les normer. Il faut que ce soit un automatisme pour vous. Sinon, ce qui peut se passer, c'est qu'après, quand vous faites les calculs de probabilité, vous ayez des probabilités supérieures à 1. Donc ça, c'est pas cool, quoi. OK. Bon, c'est bien. Si vous avez trouvé 1, 1 et 1 moins 1, c'est bon, c'est parfait. Comment s'écrit la matrice de H dans la base des vecteurs phi plus et phi moins? On aura E+, on aura E+, et E- qui seront diagonales. Exactement. La nouvelle matrice, elle va s'écrire de la manière suivante. Donc là, cette question, c'était juste de mettre les valeurs propres dans la diagonale. Et voilà, fini. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est des petits points cadeaux. C'est en gros, si vous avez bien compris les bases du cours, ben, ça passe. Ensuite, 8, quelle est l'influence de l'interaction H' sur la dégénérescence des niveaux d'énergie du système? Qu'est-ce que ça fait, ce couplage sur la dégénérescence? Ça l'a levé, parce que du coup, on n'a plus les mêmes valeurs propres. Exactement. E+ n'est pas égal à 1-. Donc, du coup, on a levé la dégénérescence. Voilà. Bon, très bien. Donc là, pareil. Là, sur cette partie-là, il fallait savoir diagonaliser une matrice, quoi. Donc, aspect dynamique. Là, c'est là où c'est un peu plus, on va dire, compliqué. C'est moins trivial, on va dire. Aspect dynamique. Donc, question 9. On suppose qu'à l'instant t égale à 0, la particule est à l'état phi 1. On mesure alors l'énergie de cette particule. Quelle valeur peut-on trouver avec quelle probabilité? Alors là, comment vous avez fait?
Déjà, quelle énergie on peut mesurer? Déjà, commençons par ça. Est-ce qu'on réduit Plus, moins, du coup. Le plus et moins, oui. Bon, là, il y en a plusieurs. Vous avez parlé tous en même temps. Non, c'est Oui. pas E2, Patricia. On va mesurer E plus ou E moins, puisqu'on est, on est maintenant dans la partie B. Donc, on n'a plus ce E plus, enfin ce E1 et ce E2. On est maintenant sur E plus, E moins. Et H, psi, H. Mais je vois pas c'est quoi psi, du coup, dans ce cas-là. Et psi, ici, on nous dit on est dans l'état phi 1. Donc, psi, ça va être phi 1. D'accord? Donc, en gros, qu'est-ce qu'il Phi 1, ça faudra? fait E plus. Ah, non, je sais pas. Non, je sais pas. Du coup, il faudra calculer la probabilité pour E plus et pour E moins. Ici, on ne peut pas faire de distinction. Ok. Et ensuite, il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé en même temps? Non, mais c'était ça, c'était ça. D'accord, ok. Donc ici, on va mesurer E plus ou E moins. Donc E2, c'était pour la première partie, Patricia. C'était pour la partie A. D'accord? Donc là, ce qu'il va falloir calculer. Ok, très bien. Ce qu'il va falloir calculer, ça va être phi plus phi 1, phi moins phi 1. Ce qu'il faudra faire, c'est ici récupérer les expressions de phi plus en fonction de phi 1 et de phi 2. Ce qui est intéressant, c'est quelle est la relation entre phi 1 et phi 2 ici? C'est orthogonaux. C'est orthogonal. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire phi plus phi 1. Toutes les composantes en phi 2 vont s'éliminer, puisque phi 1, phi 2, si on fait le produit scalaire, va donner 0. Donc en gros, ça va nous simplifier un peu le calcul. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la mesure de plus. Donc on va faire phi plus phi 1. Donc on va faire au carré. Ce qui va nous donner cette entité-là. Et ce qui va nous donner ça. Bon, j'explique un peu comment je suis passé de là à là. Voilà, là, celui-là, on peut l'oublier. Hein. Hop. Donc, si j'écris là, hein, j'écris la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'avais fait à l'autre question. Je vais faire phi plus en bras, phi 1 en quête. Puis je fais phi 1 en bras, phi plus en quête. OK? Ici, là, j'ai ce racine de 2 sur 2 qui va être ici et ici. Donc lui, je peux le mettre directement au carré. Donc ce qui va me faire que je vais avoir un demi. OK? Donc ça, c'est ce racine de 2 sur 2 là, qui devient 2 quarts en fait. Donc phi plus, c'est phi 1 plus phi 2. Donc phi 2, on l'oublie, puisqu'il est orthogonal avec phi 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir entre parenthèses phi 1 plus, bon, je l'écris quand même, hein, plus phi 2. Et ça va être en fonction de phi 1. Voilà, je le mets là aussi. Enfin, hop, on le met comme ça. Et ça va être fois
Donc ici, ça, c'est pas, celle-ci, c'est un fois. J'ai oublié de le changer, ce truc. Donc là, on a ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir phi1, phi1, ça va me donner 1. Ici aussi. Et ensuite, je vais avoir phi1, 0. Bah, lui, ça va me donner 0. C'est pas le bon. Tac. Phi2, phi1, ça va me donner 0. Et là aussi. Donc, au total, à la fin, je me retrouve avec un demi. Donc, en gros, j'ai 50% de chance d'avoir E+, 50% de chance d'avoir E-. Ça va pour tout le monde? Enfin, celui-là, il est bon, celui-là. Je comprends pas pourquoi comment on sait que c'est phi plus et phi moins. Enfin, c'est ces deux-là qu'on doit prendre. Puisqu'ici, maintenant, le vecteur propre associé à E+, c'est phi plus. Et le vecteur propre associé à E-, c'est phi-. Du coup, si je fais la mesure de E+, je dois prendre le vecteur propre associé à E+, qui est phi plus. Donc, c'est pour ça ici que je Ah prends oui, phi ok. plus. Ok, j'ai compris. Voilà. Ça va pour tout le monde? Ok. Ouais, c'est cool, merci. Super. Est-ce que vous avez trouvé un demi, ceux qui avaient fait ça, ou enfin, vous n'étiez pas arrivé? J'ai bégayé à ce moment-là. Ok. Bon, voilà. Alors ensuite, au lieu de mesurer l'énergie de la particule à l'instant t égale à 0, donc en gros, on ne fait pas de mesure, on désire mesurer l'énergie de la particule à l'instant t. Calculer psi de t. Donc ici, on n'a pas fait de mesure. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que mon système, il va être décrit par la fonction d'onde qui dépend de la somme de phi1 et phi plus. Enfin, phi plus et phi moins. Là, c'était là la difficulté de l'exercice, c'était de définir la fonction d'onde à cette étape-là. Donc là, je donne directement le résultat pour pouvoir le discuter. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la somme de phi plus et phi moins pour obtenir psi de t. C'est là où c'était la partie compliquée. Parce qu'en fait, à l'instant t égale à 0, la fonction d'onde, si je ne fais pas de mesure, ben, je vais avoir la possibilité d'avoir phi plus et phi moins. Donc, il faut que je norme cette quantité. Donc, psi de t, ça va être égal. Donc là, je mets grand N pour dire que c'est la norme de phi plus phi moins. Je norme, je trouve racine de 2 sur 2. Et ensuite, en fonction du temps, je rajoute l'exponentielle moins i plus et l'exponentielle moins i au moins. Voilà. Donc, la grande difficulté de cette question, c'était à savoir, si je ne fais pas de mesure, à quoi correspond la fonction d'onde. La fonction d'onde va être la somme des états possibles de la particule, qui vont être phi plus et phi moins. OK? Là, vous n'aviez pas ça, c'est ça? Oui, si on n'a pas ça, c'est difficile de faire la suite. C'est ça. Donc, en gros, là, c'était la difficulté de cet exercice. En gros, c'était là la partie la plus compliquée de l'exercice, c'était à partir de la question 10. C'était de définir la fonction d'onde, savoir à quoi celle-ci correspond. Quand on est face à ça, on va dire
Ce qu'il faut penser à faire, c'est-à-dire regarder à quoi correspond le système à t égale à 0. Ici, le système, c'est un mélange de deux états entre phi plus et phi moins. C'était un peu ce qu'on avait à l'exercice 4.3, où on avait un mélange de deux états. Et on avait dit que ce mélange était égal à phi 0 x plus phi 1 x. Et ça, c'était normé avec cos θ, sinus θ. Donc, voilà, il fallait penser à ça. Moi, je sais que c'est pas trivial, mais voilà. Pour maintenant, vous avez, on va dire, l'indice de comment on peut résoudre ce type de questions. Voilà. Est-ce que ça va mieux là pour ceux qui avaient bloqué sur cette question? Ou est-ce que vous êtes toujours perplexe? J'ai pas bien compris, ça a sauté. Pour moi, oui. Ok, très bien. Donc voilà, donc maintenant on écrit la fonction d'onde qui dépend des énergies E plus et E moins. Voilà. Donc la question d'après, on nous demande quelle valeur de l'énergie peut-on trouver avec quelle probabilité. Donc ça, je ne le traite pas maintenant parce que c'est redondant avec les questions 11a. Ça sert à rien de le faire deux fois. Dans la question 11, on va montrer que la particule oscille à une fréquence nue entre l'état phi1 et l'état phi2. OK. Donc, A, quelle est la densité de probabilité P12 de trouver la particule dans l'état phi2 à l'instant T? Donc là, Toujours un demi. Ah. C'est pas toujours un demi, on garde pas les mêmes probabilités. là, effectivement, on ne va pas garder les mêmes probabilités. Pourquoi? Parce que là, on a un mélange de deux états. Donc, on va osciller d'un état à l'autre. Ah, ok. Parce que si on est dans l'état phi2, on n'est pas dans l'état phi plus. C'est pas tout à fait pareil. Donc, si on fait le calcul de la probabilité de P12, donc il faut faire psi de t fois phi2, puisqu'on nous demande de faire l'état phi2. Donc, on fait le produit scalar entre psi de t et phi2. Bon, là, je n'ai pas décrit, hein. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est comme ce qu'on a fait ici. Donc, c'est pareil. Ici, tout ce qui va dépendre de phi1 va sauter. Donc, si je le fais là, écrire en bleu, ce qui va me faire, donc j'ai psi de t phi 2 le tout au carré. Donc ça va me faire quoi? Je vais écrire le bras et le ket, puis le ket et le bras. Ensuite, ce qu'il me faut faire, c'est redévelopper phi plus et phi moins qui vont dépendre de phi 1 et phi 2. OK? Donc maintenant, il faut que je développe encore plus ce truc. Après, ce qui va être simplifié, c'est que dans phi plus et phi moins, j'ai des parties en phi 1. Donc, ces parties en phi 1, je vais les oublier. Je vais les mettre de côté. Moi, j'ai ce racine de 2 sur 2. Lui, je peux le mettre au carré. Donc, ça me fait un demi. Là, j'ouvre une grande parenthèse. Phi plus, on a dit que c'était racine de 2 sur 2 phi 1 plus racine de 2 sur 2 phi 2. Donc, le phi 1, on l'oublie, puisqu'ici, on n'a que des phi 2. Donc, ici, je vais avoir racine de 2
Donc là, je suis en bras, donc j'écris en bras. Phi 2 qui va être avec phi 2 ici. Et ici, je vais avoir exponentielle plus I E plus T sur H bar. Pourquoi? Parce qu'ici, là, j'ai le bras. Ensuite, je vais avoir phi moins. Phi moins, c'est phi racine de 2 sur 2 phi 1 moins racine de 2 sur 2 phi 2. Donc ici, je vais mettre un moins. Je vais mettre racine de 2 sur 2 phi 2. Je vais le multiplier toujours par... Enfin, je vais faire le scalaire avec phi 2. Et je vais le multiplier par l'exponentielle. Ici, c'est pareil. Je prends le bras, donc je prends le conjugué. Donc ici, ça va être un plus. Donc ça, c'est mon premier côté. Le deuxième côté, ça va être la même chose, sauf qu'ici, je vais avoir un moins et un moins. Donc, attendez, je vais tout déplacer. Je vais faire CTRL-X. Ah, ça copie pas. Ah, dommage. Bon, ça copie pas. Dégoûté. Bon, en gros, j'avais donc ce 1,5 là. Donc, racine de 2 sur 2 phi 2 exponentielle I E plus T sur H bar moins racine de 2 sur 2 phi 2 exponentielle I E moins T sur H bar. En gros, ce que je vais avoir la même chose, sauf qu'ici, je vais avoir un moins et un moins. Donc, phi 2, ça fait 1, donc je ne le réécris pas. Hein. Donc là, on a ça. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Comment je me suis débrouillé pour récupérer ça? Ou est-ce que je vous ai paumé? Monsieur, vous pouvez juste réexpliquer de la première ligne à la deuxième? Vous avez enlevé quoi? Ici, là? Non, oui, de en haut à en bas. Enfin, là, c'est la même ligne, c'est juste que là, j'ai pas de place. Okay. Donc là, il y a un fois. Là, c'est un fois, c'est pas un égal. Hein. Donc, j'ai 1,5 fois ça, fois ça. Donc là, ici, donc j'ai pas réécrit phi 2, puisque ça fait 1. Hein. Donc là, je ne l'ai pas remis ici. Par contre, ce que j'ai fait, c'est le conjugué
le conjugué. Donc là, j'ai fait psi t bras fois phi 2 ket. Et là, j'ai fait phi 2 bras psi t ket. C'est pour ça qu'ici, j'ai des moins et ici, j'ai des plus dans les exponentielles. D'accord. J'ai enlevé tout ce qui dépendait de phi 1, puisque phi 1, phi 2, ça fait 0. Je ne l'ai pas traité. Sinon, ça me fait 4 lignes de plus. D'accord? Oui. Donc là, l'étape d'après, c'est de calculer les termes un à un. Donc, en gros, je vais avoir 4 termes. Donc, racine de 2, ça, fois ça va me donner un demi. OK? Ça fois ça fait un demi. Les exponentielles vont être égales, enfin, les exponentielles vont s'annuler à l'exposant. Donc, exponentielle de 0, ça fait 1. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 quarts, donc ça fait un demi. Ensuite, j'ai ce terme-là. Ce terme-là, c'est pareil. Je vais avoir les racines. Enfin, les racines, elles vont faire un demi. Tac. En revanche, les exponentielles, elles ne vont pas s'annuler. Si je fais E-, c'est, on avait dit tout à l'heure, c'est égal à E0 moins H12. OK? Et E+, c'est égal à E0 plus H12. Donc ça, si je fais ça moins ça, donc si je fais E- moins E+, puisque c'est ce que j'ai là, je fais ça moins ça, ça va être égal à moins 2 H12. Donc ici, je vais mettre un exponentiel moins 2 H12 fois T fois I fois compagnie sur H bar. Ici, je vais avoir la même chose. Je vais faire ça. Ah oui, non, j'ai fait ça fois ça. Donc là, ici, c'est un plus, pardon. C'est pareil. J'ai fait ça moins ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça fois ça. Donc ici, ça fait plus. D'ailleurs, j'avais mis un plus là. Voilà, ça fait plus 2i 2 h12t sur h bar. J'ai fait ça fois ça. Donc E plus moins E moins. Donc E plus, j'ai fait ça moins ça. Il manque pas un plus à E0, E plus E0. Oui, là, c'est un Ah. plus. Hop. Merci. Donc voilà, ici, j'ai plus 2 H12. Donc maintenant, je fais ça. Là, je vais faire ça fois ça. Voilà, c'est l'inverse. Donc ici, je vais avoir, hop, exponentielle, moins I de H12 T sur H bar, plus un demi. Le dernier, ça va être ça fois ça, donc c'est plus un demi. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression ici de cosinus de H12T sur H bar. Ça, ce truc-là, ça fait ça. Donc, si je reviens à ce que j'avais, j'obtiens là ce 2H12T sur H bar fois 1 demi. Et en fait, ça, cette expression, c'est égal à sinus carré H12T sur H bar. Donc, en gros, ce qui se passe,
C'est que ma particule, elle passe d'un état à l'autre en fonction du temps. Donc, en gros, je vais avoir une fonction sinus, tout simple. Sinus carré. Donc, ici, je suis à 0. Sinus de 0, c'est 0. Et donc, tac, tac, tac. Je vais avoir une sinusoïdale. Tout simplement. C'est OK pour tout le monde? Donc, j'ai passé de l'état phi1 à l'état phi2. Phi1, phi2, phi1, phi2. Donc, à 0, je suis à t égale à 0. Dans mon état phi2, n'y est pas. Je suis sur phi1, phi2, phi1, phi2, phi1, phi2. D'accord? Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, ça, c'était la question 11b, ça. Hein, représenter au cours du temps l'évolution de cette probabilité. Ça va? OK, c'est bon. Donc B, évolution au cours du temps, donc c'est ce que j'avais tracé là. Question C, donner la fréquence d'oscillation de P12 en fonction de H12 et H bar. Donc, si je reviens sur cette expression, c'est où que je le lis là, la fréquence d'oscillation de P12? Si je vous montre ça, c'est que c'est marqué là-dedans. C'est de la forme oméga t, c'est ça? Du coup, Ouais, enfin, c'est la forme oméga t. Du coup, oméga, il va être égal à quoi ici? Enfin, ici, c'est nu, mais H, de quoi? H1, 2 sur alpha? presque Pas 2H12 sur. sur H bar. Ah, de H1, oui, Il faut cosinus. prendre l'expression en cosinus, parce qu'ici, on est un sinus carré. Donc, si on a un Ouais, sinus c'est carré, il clair. faudra multiplier par 2. Voilà. Mais c'est très bien. C'est de là-dedans, c'est dans les cosinus et sinus qu'il faut lire cette l'expression de oméga. Donc, du coup, oméga. Bon, moi, je l'avais noté oméga, mais enfin, parce qu'on a l'habitude de le noter oméga, même vous avez instinctivement répondu oméga. Là, ici, il le note nu, mais c'est pareil. Hein, c'est exactement la même chose. Donc, OK, donc là, on a donné la fréquence en fonction de H12 et H bar. Donc, dès là, il fallait faire des calculs avec H12 égale à 0,1, 10-3 et 0. Donc là, je donne les résultats. Bon, là, c'est arrondi. Hein. Ça fait, bon, à part celui-là où c'est 0. Mais le reste, c'est arrondi, d'accord? Et qu'est-ce qu'on observe ici? Plus H12 est grand, plus qu'est-ce qui se passe sur la fréquence d'oscillation? Ouais, fait les grandes aussi. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer quand H va augmenter? Qu'est-ce qu'elle va faire la particule? Plus H est grand, plus...
elle oscille entre deux états rapidement. Oui, de plus en plus, ça va passer de l'état phi 1 à l'état phi 2. Donc, elle ne ralentit pas, Patricia. On ne parle pas de vitesse ici. Par contre, la particule, elle va aller ou dans l'état phi 1 ou dans l'état phi 2 plus rapidement. C'est pas tout à fait pareil. D'accord? Monsieur, Oui. j'observe dans l'anal, il n'y a pas les valeurs de la constante de Planck et la valeur de la charge. Enfin, on doit les connaître. Oui. Constante des Planck, c'est quoi? J'aurais dit 6,62 fois 10 puissance moins 34. Ouais, Un truc comme ça. c'est ça. Et la charge d'un électron? 1,6 fois 10 puissance moins 19. Voilà. Vous le Ok. savez. Mais là, Ah, normalement, elle n'intervient pas, la charge de l'électron ici. Puisqu'ici, on a H12 et H bar. Ah oui, non, oui, vous avez raison. Ouais. Mais bon, de toute façon, il faut les connaître. C'est bien de les connaître. Peut-être qu'on les donnera au partiel, je ne sais pas. Je crois qu'à l'examen de l'année dernière, on l'avait donné. Donc, peut-être qu'on le donnera cette année aussi, je ne sais pas. Je sais pas à quoi il ressemble seulement l'examen. Voilà. Ouais, il ressemblera certainement à ce qui est présent dans les annales, c'est-à-dire exercice sur la mesure, exercice sur comment devient la fonction d'onde en fonction du temps, et puis sur le moment cinétique. Les exercices 2 et 3, ça risque de tomber, ça, puisque c'est des trucs qui font mettre en avant le cours et qui, derrière, ont des applications numériques. Donc voilà, donc question E, on l'appelle terme de couplage car il va permettre de passer d'un état à l'autre de manière rapide ou plus lente. Donc, exercice 2. Donc là, on change d'exercice. Donc là, on passe sur le moment cinétique. Dans cet exercice, il est noté J. Mais c'est équivalent au grand L que j'avais donné dans les exercices, qui était donné dans les exercices 5. Dans le TD5, on avait grand L, moment cinétique. Donc là, ce grand J, il est équivalent au grand L. D'accord? Donc, il a les mêmes propriétés. Est-ce que c'était OK pour tout le monde, ça? Pour ceux qui avaient cherché, est-ce que vous avez trouvé ça? Que J est égal à L. Ouais, mais il l'avait fait, il avait fait un exercice de genre en gros. OK, parfait. On corrige ça. D'accord. Bon, écrire les vecteurs propres de J carré et JZ en notation de Dirac, puis en termes d'harmonie sphérique. Bon, les termes d'harmonie sphérique, franchement, ça fiche un peu. Par contre, notation de Dirac, il faut bien le connaître parce que c'est celle qu'on utilise. Donc là, le JZ, donc notation de Dirac, je vais mettre J et M, c'est égal à M H bar JM. OK? Donc là, c'est les mêmes valeurs propres et vecteurs propres que ce que j'avais donné pour grand L et grand L carré. Donc ici, on retrouve H bar carré, J plus 1. Voilà. D'accord? Il les a donné les harmoniques sphériques en cours ou pas? Je crois qu'il ne fait plus ça. Ou il les a donnés ou il ne les a pas donnés? Il a dû les donner. Mais Bon, après, on les utilise. En pratique, on ne les utilise pas. Parce que, c'est. On va les utiliser dans des cas vraiment précis quand on veut décrire des termes de sélection, un truc comme ça. Mais pour expliquer les termes de sélection, pourquoi ça ne passe pas d'une à l'autre. Mais après, ça ne va pas nous aider.
Donc, dans la suite de l'exercice, on utilisera les notations de Dirac, donc celle-ci. Hein. Représenter les matrices de J carré et JZ dans la base des vecteurs propres de J carré et JZ. Donc déjà, les matrices, ça va être de quelle taille dans ce type d'exercice? 3-3. 3-3. Pourquoi? Parce qu'on a 1, 1, 1, 0 et 1 moins 1. C'est J plus 1. Exactement. 2J plus 1. Voilà, grand J est égal à 1. Donc M pour aller de moins 1, 0 à 1. Donc on aura 3 valeurs. Donc on aura des matrices carrées. Les matrices carrées vont être, des matrices carrées 3-3 qui vont être les suivantes. Voilà. Donc ça, normalement, c'est dans le cours. Monsieur, Oui. moi, j'ai fait les matrices. J'ai trouvé la même chose, mais j'ai mis comme vecteur, j'ai fait 1, 1, 1, 0 et 1 moins 1. 1, Et en fait, 1, 0 et 1 moins 1. Oui. 1 moins 1. Et en fait, la différence, elle se fait au Sur le moment. moins H Oui, bar, voilà. c'est ça? C'est pareil. Oui. Il faut juste rester il faut rester pareil quoi, tout le temps. Sinon, vous allez avoir des problèmes après. Si je précise, je fais une matrice, je précise une fois comment je fais et après c'est bon. Ouais, après, on le comprend que vous avez fait 1, 0, enfin 1, 1, 1, 0 et 1 moins 1. On va le voir. Là où il y a le moins, voilà. Après, il faut rester cohérent et continuer. Ah non, oui, toujours la Voilà. même chose, oui, toujours. Eh bien, c'est bon, c'est bon. Vous embêtez pas. Si vous voulez, vous le précisez au cas où. Mais moi, si je vois ça, je vois que c'est juste. Surtout si par derrière, tout est cohérent. Par contre, s'il n'y a pas la cohérence, attention. Ah oui, non, non, il y aura de la Faut- cohérence. Très bien. Voilà, on a la question 2. Donc voilà, ça, c'est les matrices qu'il fallait obtenir. Question 3. Donc, on nous rappelle les expressions de J plus et J moins. Et en détruire les matrices représentant J plus et J moins dans la base des vecteurs propres de J carré et JZ. Bon, ben là, on applique là, les formules. Pour J égale pour M égale à moins 1, 0 et 1. Et on obtient les matrices suivantes. Donc là, j'ai factorisé par H bar racine de 2. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez trouvé ça? Je me suis peut-être trompé. Hein. Bon, en principe, non, parce qu'il me semblait que ça décalait Voilà, normalement, ça décale chaque fois là. une diagonale vers le haut ou le bas. Voilà. C'est ça. Donc, Voilà. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai factorisé par H bar racine de 2. Si vous ne voulez pas factoriser par H bar racine de 2, vous le laissez à l'intérieur. C'est très bien aussi. Hein. C'est parfait. Donc, question 4. On rappelle que J plus est égal à JX plus IJY et J moins est égal à JX moins IJY. En déduire les matrices représentant JX et JY dans la base des vecteurs propres de J carré et JZ. Donc là, ce qu'il fallait faire, en fait, c'était écrire JX et JY, mais indépendant de J plus et J moins. Donc, en gros, si on faisait, je crois, J plus J moins, on avait JX et ou enfin, fois un demi. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai ici. Voilà. Donc, si je fais JX, pour avoir JX, ça va être égal à 1 demi de J plus J moins. Donc, après, j'ai juste à additionner les matrices et je multiplie par 1 demi. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai un H bar racine de 2. Donc, c'est le H bar racine de 2 qu'il y a ici. Sur 2, c'est le 1 demi qu'il y a ici. Et là, normalement, il faut un I. Là, c'est I de 1 demi de J plus moins J moins qui est égal à ça. Voilà.
Est-ce que vous avez trouvé ça? Oui. Voilà. Ensuite, on nous demande est-ce que les vecteurs propres de j carré et jz sont-ils toujours vecteurs propres de jx? J'ai dit non. Non, puisque les matrices elles sont plus diagonales. En revanche, quels vont être les valeurs propres de jx? On diagonalise. Voilà, on va diagonaliser, mais qu'est-ce qu'on va obtenir? En fait, on va obtenir les mêmes valeurs propres, puisque normalement, jx, jy et jz, c'est le moment cinétique, mais dans les trois directions de l'espace. Normalement, pour chaque j, on va associer toujours le même m. Donc, on va avoir -1, 0 et 1. Même si les vecteurs propres ne sont pas les mêmes, les valeurs propres, elles, vont rester identiques. Donc, c'est ce que j'ai ici. C'est bon pour vous? Voilà, donc si on diagonalise les matrices, on va obtenir un 0 et -1. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, qu'est-ce que ça va être? Ça va être juste une application du moment cinétique, mais quand celui-ci va pouvoir prendre plusieurs valeurs, avec j égale à 0, j égale à 1 et j égale à 2. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Là, l'exercice 2, c'était du cours. En plus, je pense, ouais, donc en plus, il a dû le traiter en cours, donc voilà. Mais l'exercice 2, il faut bien le connaître parce que ben, ça peut tomber, quoi. Ça peut tomber. Mais il y a de grandes chances que ça tombe. Donc voilà, donc exercice 3. Donc une particule peut prendre comme moment cinétique les valeurs associées à j égale à 1, 0 et 2. L'hamiltonien de cette particule s'écrit de la manière suivante, avec h qui est égal à aj carré moins bh par jz plus ch bar carré. La première question va être de montrer que h et j carré commutent. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à calculer le commutateur entre h et j carré. Et normalement, celui-ci doit être égal à 0. Facile. Voilà, les trois questions là, c'est les mêmes. Hein. Ils commutent, donc ils ont les mêmes fonctions propres. Donc, comment je fais? Donc, première étape, je fais h j carré. Ça va être égal à h j carré moins j carré h. Je remplace les valeurs de h par celles qu'on nous donne. Donc là, je vais avoir aj carré moins bh bar j plus ch bar carré. Et ça, c'est en fonction de j carré. Là, j'ai pareil. Est-ce que A et B sont des... Est-ce que A, B, C sont des opérateurs? Tac, j'écris ça. Non, on peut les sortir. Voilà, on peut les sortir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais avoir A, J carré, moins B, H bar, J, J carré, moins A, J carré, plus B, H bar, J carré, J, plus C,
H bar. Ouais, là, j'ai oublié le C, mais bon, le C, je le mets là. Plus C H bar J carré moins C H bar J carré. Donc, celui-là et celui-ci vont s'annuler. Tac, tac. C'est simple. Eux, ils peuvent s'annuler facilement. Le A, les A, c'est les mêmes, ils vont s'annuler. J carré, ça fait J cube. Donc là, j'ai J cube aussi. Donc ça va s'annuler avec ça. Monsieur, Oui, c'est JZ, je crois. c'est pareil. Non, c'est pas JZ. Ah, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Moi, je me suis dit, on commute, enfin, le commutateur JZ, J carré, ça vaut 0, donc c'est bon, on peut. C'est pas. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, après, l'avantage de. Bon, là, je l'ai noté J. Bon, effectivement, il faut le noter JZ. Hein. Voilà, c'est juste que ça va m'encombrer la feuille. Là. Après, J carré et J, que ce soit JZ, JX et JY, ils vont tous commuter. Puisque on l'avait démontré, la question TD5, là, exercice 1. Là. On avait fait L carré LZ, mais ça va être la même chose si on fait L carré LX, LY. D'accord? Et c'est très bien. Si vous avez dit ça, ça vous fait gagner 5 minutes. On va avoir pareil avec JZ. Ça va faire la même chose. Et donc ce qu'on peut en déduire, c'est qu'ils ont les mêmes fonctions propres. Et donc, s'ils ont les mêmes fonctions propres, là, ils vont avoir les mêmes valeurs propres, pour le coup. Parce qu'on va pouvoir conserver les valeurs propres associées à JZ et J carré. Bon, ça, c'est la question 4. Hein. Bon, première étape, c'est voilà. Ils ont les mêmes fonctions propres. Donc, ça va nous simplifier le calcul. Donc, quatrième question, c'est la connaissance des vecteurs propres de JZ et de J carré permet-il de simplifier la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres de H? Justifier. Bah, oui, ça va. Il n'y a même pas besoin de justifier. Enfin, si, il faut justifier, mais je veux dire, ça se voit. Oui, car elle permet de traiter les termes dépendants de J carré et JZ. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer les valeurs propres de J carré, enfin des termes qui dépendent de J carré et de JZ. Voilà. 5, quelles sont les valeurs propres possibles de H? Donc, H, il va pouvoir prendre plusieurs valeurs propres. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir les termes en J carré et les termes en JZ. Donc, ce que je vais obtenir, c'est une formule de ce type-là. Voilà, il manque le JM, là. Mais en gros, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, si j'applique H à JM, J carré, quand je vais avoir J carré, ça va me sortir le H bar carré J plus 1. Et quand je vais avoir le JZ, je vais sortir le H bar M. Comme il y avait déjà un H bar, ça fait H bar au carré. Donc ici, j'ai tout qui est un H bar carré. Et tant mieux. Comme ça, je peux tous les additionner. D'accord? Ça va pour tout le monde, ça? Oui. Ouais. Ok, parfait. Ensuite, 6, quels sont les vecteurs propres de H? On s'attachera pour chaque valeur propre de H à donner leur vecteur propre correspondant. Ouais, ok. Bon, la question est un peu tournée de... Monsieur, vous aviez dit quoi pour la 4? La connaissance des vecteurs propres de JZ et J2 permettent-ils de simplifier la recherche Oui, des valeurs propres? parce qu'ils permettent de traiter les valeurs propres dépendantes de J carré et les valeurs propres dépendantes de J, Z. C'est ce qu'il y a, en fait, ça nous permet de faire ça, en fait. Ah, ok. Ça nous permet d'enlever les opérateurs J carré et JZ par leurs valeurs propres. Donc, en gros, Ah oui, ok, en fait, c'est en utilisant la forme, enfin les notations de Dirac, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Donc ici, donc question 6, on va avoir
On va avoir combien de vecteurs propres? Déjà, on aura combien de vecteurs propres associés à j égale à 0? 9, oui, je crois, oui. Oui, 9. Un seul. Pour j égale à 0, on va avoir un seul vecteur propre. Pour j égale à 1, on va en avoir 3, puisque j va nous donner m égale à moins 1, 0 et 1. Et pour j égale à 2, il va donner m égale à moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. 5. Donc, on aura 5 et 3 et 1, ça fait bien 9. Donc, on aura en tout 9 vecteurs propres. Donc là, je les donne dans la diapo suivante. Donc voilà, les 9 vecteurs propres. Donc ici, c'est j. J égale à 0. Donc m va être égal à 0. Donc j'ai juste cette entité-là. H égale à 1, moins 1, H égale à 1, 0, H égale à 1, 1. Je vais avoir ces trois entités suivantes. Je vous laisse le temps de noter un peu. Bon, est-ce que là, vous aviez réussi, là, pour ceux qui avaient cherché? Moi, j'ai 100. Après, j'ai factorisé par h bar carré, mais tout est... Oui, non, mais carré. vous avez trouvé, c'est bien, c'est ce que je demandais. Après, que vous ayez factorisé, c'est bien. Là, c'était peut-être pas nécessaire, hein. Bon, voilà. Après, vous aurez pu carrément factoriser par 1, 1. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on a les vecteurs propres avec j égale à 2. Donc, on en a 5 qui sont les suivants. Bon, je vous laisse le temps de noter. Ensuite, question 7. Dans le cas où A et B, enfin A, B et C sont quelconques, représentés sur un axe énergétique, les niveaux d'énergie de cette particule, y a-t-il des niveaux dégénérés? Donc là, j'attends que vous ayez noté ça. C'est bon? Non. Ok. C'est bon, Mathilde? Vous avez fini? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a un... Oui, il y a un M de trop, effectivement. Ici. Clément vous a souligné le fait qu'ici, il y avait un M de trop, hein. Il n'y est pas, hein. Il est remplacé. Parce que quand j'ai recopié ça... Quand j'ai copié-collé, j'ai oublié de l'enlever. Voilà.
Bon, question 7, du coup, il fallait tracer sur un axe toutes ces énergies. Donc, j'obtiens un axe d'énergie comme celui-ci, où on voit nos 9 niveaux. Et est-ce que ces niveaux sont dégénérés? Non, Du coup, la ils ont des dégénérescence. énergies différentes. Voilà. Donc ici, la dégénérescence, elle est de 1. Puisqu'on nous demandait, y a-t-il des niveaux dégénérés? Non. Donc voilà. Donc ça, c'était la question 7. Voilà, c'était, voilà, en gros, une fois qu'on avait les valeurs propres et les vecteurs propres, hein, voilà, c'était cadeau de les placer sur un axe énergétique. Est-ce que vous avez fait quelque chose de similaire avec, M. Lacroix en cours? De ce type-là, non. Ok. Ensuite, question 8, on nous dit si B égale à 0, représentez sur un axe énergétique les niveaux d'énergie de ces particules. Indiquez le degré de dégénérescence de chaque niveau d'énergie. Bon, ce qui va se passer, c'est que si B est égal à 0, eh bien, tous les termes qui ont un J identique vont être dégénérés. C'est ce qu'on obtient ici. Voilà. En gros, ici, B, il dépend de M. Donc, si B est égal à 0, le nombre M n'a plus d'incidence sur les niveaux énergétiques. Et du coup, on obtient ce type de diagramme avec, comme dégénérescence ici, 2J plus 1. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Monsieur, du coup, la dégénérescence, c'est 2J plus 1, c'est ça? Ici, ouais. Ok, merci. Parce que le terme en M, il s'annule. Donc, il n'y a plus de dépendance sur le nombre quantique M. Et comme J, chaque fois, il génère 2J plus une valeur de M, du coup, ici, ils sont toutes dégénérées. On a 2J plus une valeur de... Enfin, on a une dégénérescence de 2J plus 1. Ok, merci. Voilà. Ensuite, Elodie, vous aviez une question par mail, donc j'avais répondu. Je voulais savoir si c'était OK pour vous ou pas. Alors, j'ai compris à peu près, mais je n'ai pas compris dans le TD avec le P. Vous m'avez dit que vous avez fait P carré, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Alors, donc ça, c'était TD3, c'est ça? Oui, il me semble. TD3, question 2. Donc, dans le TD3, question 2. Donc là, je reprends une nouvelle feuille. Hop. Bon, ça, j'enregistre. Voilà. Hop, j'efface. Donc, en fait, je disais, quand on a l'hamiltonien, il dépend de P carré. Donc, je vais dériver 2 fois mon système. Ah ok, parce que moi, je ne sais pas si j'avais mal noté ou pas, mais j'ai marqué pour la question 2 du coup de l'exercice du coup 3.2. J'avais marqué que c'est P2, enfin l'opérateur Px de phi égale à lambda de phi. Ouais, c'est ça. C'est ça? Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi on le dérive 2 fois. Non. Question 1, j'ai H, l'hamiltonien. Et lui, c'est égal à moins I. Enfin, c'est égal à moins H bar. D carré de phi Sur deuxième, non? sur D carré X. Enfin, dx carré. Enfin, je ne sais plus si c'était Px qu'on avait. Ouais.
Là, c'est px au carré. Donc ici, j'ai dérivé 2 fois. Et donc, c'est pour ça que... C'est pas H bar, Oui, c'est h bar. Donc c'est sur ici... deuxième, non? Ah oui, sur deuxième, oui. Mais bon, ce qui m'intéressait, c'était surtout le px au carré. Px au carré, ça me générait cette dérivée 2 fois. Mais ce que j'obtenais, c'était une constante fois psi. D'accord? Oui. C'était ça qui m'intéressait. Dans la question 2, on me dit montrer que chacun des termes de la solution de l'équation de Schrödinger des régions 1 et 3 est fonction propre de Px. Donc ici, ce que j'ai à faire, c'est je vais avoir moins ZH bar d psi sur dx. Et ça, c'est égal à une constante 2 que je la note C2. Alors je la note C1 psi. Effectivement, en fait, entre C1 et C2, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Ça va être juste un signe moins. Ok, ouais. Avec le i, normalement, qui doit rester. Mais sinon, ça va être juste signe moins. Mais ici, ce qui était intéressant de voir, c'est que j'avais toujours psi fois une constante. C'était ça qu'il fallait. C'était ça l'information de cette question. Du coup, il n'y avait pas besoin d'expliciter avec avec la zone 1 et la zone 3, on pouvait juste marquer ça et que c'était valable pour les deux zones et c'était bon. Exactement. Exactement. Il y avait pas. En fait, dans la question 1, on avait déjà pré-mâché le travail de la question 2. Il y avait juste à dire. Ok. Voilà. Bon, après, cette question, la question 2, elle est un peu inutile. En gros, c'est juste pour voir si vous aviez si vous savez restituer votre cours, en fait. Mais il faut pas, faut pas se casser sur la tête sur un moins ou un plus. Ici, c'était juste dire, voilà, j'ai une constante fois la fonction d'onde. Bah, c'est bon, ça veut dire que Px est bien fonction propre de la. Qu'est-ce que c'était la question? Je montrais que chacun des termes de solution de l'équation. Voilà, donc Px est bien une fonction propre de h. Quoi. Ok, merci. Voilà. Bon, écoutez, on a fini là. On se reverra sans doute le 17. Alors, c'est le 17 au matin. Ah, une question. La question 11 de l'exercice 1. Réexpliquer la question 11 de l'exercice 1. Quelle partie de la question 11? Enfin, de l'exercice partie A, B, C ou D? La E. D'accord. Bon, attendez, je reviens à l'examen. Question 11. Donc, la question 11, on nous dit est-ce que vous voyez marqué question 11 ou est-ce que vous voyez marqué autre chose? Attendez, Je crois qu'il n'y a pas marqué, hein, je vois pas. Je vois pas de là, c'est question. bon, là. Là, c'est bon. J'ai oublié de changer le partage d'écran. Ah, ok, là, c'est bon. Voilà. Donc, question 11, on nous dit, on nous demande pourquoi on appelle H12 terme de couplage. Donc, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que ici, on voit que lorsque ce terme augmente en valeur propre, c'est-à-dire il passe de 10-3 à 0,1, on voit que la fréquence d'oscillation entre l'état phi1 et phi2 augmente. Donc, ça veut dire que ce terme-là va nous permettre de passer d'un état à l'autre. Plus ce terme est grand, plus la possibilité de passer d'un état à l'autre va être grande. Donc, on va osciller de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'on appelle H12 terme de couplage. Est-ce que ça va pour ça, Clément? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet examen?
Non, mais monsieur, je me demandais, est-ce que vous aviez d'autres annales à part celle de 2008-2009, du coup, qu'on a dans le poly? Non, j'ai que celle-là. Et est-ce que vous avez la correction de celle-là? De laquelle? De 2008-2009? Oui. Non, je ne l'ai pas faite. Mais je peux vous la. Enfin, si vous vous posez des questions dessus, je peux vous la corriger. Mais par mail. Ok, super. Merci. Voilà. Après, normalement, la question, enfin, l'examen 2008-2009, il est semblable à celui qu'on vient de réaliser, hein. Il y a juste la partie, l'exercice 2 qui est différent. Parce que là, on aura des moments cinétiques à 1,5. Donc, il ne faut pas s'affoler. C'est 1,5 parce qu'en fait, on prend en compte le spin. C'est pour ça qu'il y a du 1,5. Quand on nous demande de montrer qu'ils ont une base de vecteurs propres communs, là, on fait comment? Je comprends pas. Montrer que. Ben là, c'est pareil. Il faut faire H0 J carré commutateur. Si c'est égal à 0, ça commute. Ah, ok, ça marche. Ok. Ben, ça va être le cas parce qu'en fait, J carré, même si là, on a du 1,5, il a les mêmes propriétés que le J carré de base, hein. C'est la même chose. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, l'examen sera le 17 le matin, de ce que j'ai vu. Et normalement, ça devrait être en présentiel. Je ne sais pas si vous avez eu l'information. Ouais, on nous a tout mis Parfait. Bon, très bien. tout est en présentiel. Bon, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour les révisions. Je vais mettre ça sur YouTube. Je vais envoyer tous les diapos des TD sur le Moodle. Et voilà. Écoutez, on aura fait le tour. Bon, j'espère que ça s'est bien passé de l'autre côté. Et puis, bonne fin de semaine à vous. Merci. Au revoir, du coup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.